Le rapport qu'on entretient à sa sexualité, à son corps en tant que femme. Et moi, le porno, j'en ai regardé pendant 10 ans, ça m'a ravagée. Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral. Des personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens. Est-ce qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Aucun média en France ne ment. Yo, c'est Jules pour Le Crayon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel L'œil pour œil. Nous sommes avec Marguerite Stern. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marguerite, tu es militante féministe. Déjà, quel féminisme représentes-tu et en quoi consiste-t-il ? Moi, j'ai un peu du mal avec l'expression les féminismes et de dire qu'il y aurait plusieurs féminismes. Enfin, pour moi, le féminisme, il n'y en a qu'un seul. Mais bon, puisque effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui se revendiquent de ce mouvement-là et qu'on n'est pas toujours d'accord, du coup, on est obligé de poser des étiquettes. Moi, je fais partie d'un courant qui s'appelle le féminisme radical, qui est né... aux États-Unis dans les années 60, je crois, qui est représenté pas mal par Andrea Dworkin, notamment Valérie Solanas pour la branche plus radicale. Voilà, et le féminisme radical que je défends, et je suis pas la seule en France, se positionne. Donc, faut savoir que dans le domaine du féminisme, il y a 3 sujets principalement qui sont clivants. La prostitution, la question des institutions religieuses et notamment l'islam, le voile surtout, voilà. Et le transactivisme. Le féminisme radical s'oppose au féminisme libéral, qui prône donc le libre choix, le fait qu'on est libre de se prostituer, de changer de genre, de sexe, de porter le voile, tout ça. Le féminisme radical considère que la notion de libre choix est illusoire et que c'est important de questionner les conditionnements qui amènent les femmes à être dans des situations où elles sont en situation de prostitution ou d'être voilées, ou de se questionner sur leur identité de genre, de sexe et d'en venir à mutiler leur corps à cause des stéréotypes de genre qui finalement, moi c'est ce que je pense, sont repris et accentués par le féminisme libéral. Donc voilà, moi c'est ce mouvement-là que je représente. Récemment, il y a quelques semaines, il y a une affaire qui a excité toutes les personnes qui se disent féministes. C'est Maëva Guénam, qui est une influenceuse de télé-réalité, qui a fait des stories sur un de ses comptes de réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Je sais pas, les lèvres ou quoi qui dépassent. Mais il faut l'entretenir. C'est comme si j'avais 12 ans, Tu as réagi à ça et tu as critiqué certaines personnes qui ont vilipendé Maëva Guénam en disant c'est une idiote, c'est une sotte. Toi, tu l'as plaint, tu trouves que c'est une victime ? Bah ouais, voilà, tu m'arraches les mots de la bouche, qu'est-ce que tu veux que je rajoute ? Ouais, c'est une victime. Qu'est-ce que ça montre en fait de ce que la société fait aux femmes, cette affaire Maëva Guénam ? Moi, je trouve que la première chose à interroger, c'est l'influence du porno dans nos vies, en fait, dans nos vies de femmes. Le porno détruit les vies des femmes, détruit les vies des adolescentes en premier lieu. Faut savoir que l'âge premier de visualisation d'un film pornographique en France, c'est de 9 ans. Et en fait, je crois qu'à peu près tous les hommes regardent du porno, qu'il y a énormément de femmes qui en regardent aussi, et je pense que ça détruit complètement les rapports humains et le rapport qu'on entretient à sa sexualité, à son corps en tant que femme. Et moi, le porno, j'en ai regardé pendant 10 ans, ça m'a ravagée. Enfin, Et c'est un débat qu'on ouvre peu à l'intérieur du féminisme parce que celles qui sont pour le porno donc vont en faire une fierté, vont l'exposer comme ça, et voilà. Et puis celles qui sont contre, en fait, ont du mal à en parler parce qu'il y a une forme de honte aussi à dire que, en fait, on est contre, mais c'est difficile de s'empêcher d'en regarder, ou alors on en a regardé pendant un moment, mais du coup, on n'arrive pas à l'assumer. Enfin, voilà, il y a une forme de tabou, vraiment, autour du porno, quoi. Et moi, je pense qu'il faut en parler, il faut dénoncer, en fait, les horreurs que véhicule le porno, qui sont en premier lieu une culture du viol. On valorise le fait que les femmes soient dans des situations où elles sont contraintes, où elles disent non, mais on y va quand même. On valorise les pratiques douloureuses, le BDSM, la souffrance finalement. Je ne pense pas que la sexualité doit être reliée à la souffrance, mais plutôt au plaisir. On valorise les situations de domination, de soumission, on valorise une culture pédocriminelle aussi, et c'est ça en fait qui est en jeu dans l'affaire Maëva Guénam entre guillemets, c'est le fait que
à partir du moment où une femme fait son âge, en fait, dès qu'elle a dépassé 25 ans, en fait, elle est plus baisable. Et en fait, pour qu'une femme soit désirable, faut qu'elle ait un corps d'enfant, faut pas qu'elle ait de poils, faut presque pas qu'elle ait de forme, ou en tous les cas, ça dépend à quel endroit. Faut pas qu'elle ait une ride, faut pas qu'elle ait de cellulite. Et en fait, c'est ça, c'est une culture pédocriminelle, quoi. Et oui, Maëva Guénam, même si c'est extrêmement dangereux ce qu'elle a dit, parce que elle est suivie par des milliers de jeunes filles et de jeunes garçons qui vont aussi... Oui, des millions, pardon, qui vont aussi reproduire ça. Et donc, elle participe, en fait, à propager cette culture. Et oui, c'est dangereux. Oui, ça doit être dénoncé. Mais moi, quand je la regarde, Maëva Guénam, je vois une femme détruite. Ça se voit rien que sur son visage, en fait. Elle est détruite par la chirurgie esthétique, déjà. Elle a abîmé son corps, en fait. Et quand je la regarde, je me dis, mais à quel niveau de détestation, de haine de soi est-ce qu'on en est quand on en vient à tenir des propos pareils et à avoir une tête pareille? Et en fait, ça me fait de la peine. Et je trouve que quand on est féministe, en premier lieu, on doit défendre les femmes, même celles avec qui on n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec elles. Néanmoins, j'ai énormément d'empathie, j'ai vraiment de la peine pour elle, et je trouve que c'est pas juste, en fait, ce qui lui est arrivé. Et surtout, moi, j'ai vu sur Twitter plein de mecs, tout d'un coup, défendre des valeurs féministes, alors que c'est les premiers à nous violer, c'est les premiers à regarder du porno, c'est les premiers à nous faire une petite réflexion dès qu'on a un poil qui dépasse, ou une lèvre qui dépasse, ou dès que notre corps est pas... Donc... Ça m'a un peu dérangé, ces débats sur Twitter où tout le monde se pose en féministe, mais en fait, regarde-toi d'abord. Sur la question du porno, je trouve en effet que c'est un sujet tabou alors qu'il devrait l'être beaucoup moins, et le politique devrait plus s'immiscer dans l'affaire. Ça a été le cas d'ailleurs un peu l'année dernière ou il y a 2 ans avec Pornhub qui a supprimé après des pressions exercées par les consommateurs des associations, mais aussi Visa et Mastercard qui ont empêché Pornhub de recevoir des paiements des abonnés. Ils ont supprimé 80% de leur contenu, ce qui était un grand coup de ce point de vue-là. En quoi est-ce que tu rapproches le porno de la prostitution en tant que féministe radicale ? C'est simple, le porno, c'est de la prostitution filmée. Je veux dire, il n'y a rien de... En quoi est-ce que je le rapproche ? Pour moi, c'est évident. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse aux témoignages de survivantes de la prostitution et de la pornographie, celles qui ont fait les deux, en général, disent que leur plus grand traumatisme viennent de la pornographie. Parce que, en fait... elles ont été violées une fois, mais cette fois-là, le jour où cette vidéo a été tournée, mais en fait, ce viol, il va être visualisé des millions de fois. Et on ne sait pas... et donc voilà, on cède ses droits pour des dizaines d'années. Et voilà, il y a des millions d'hommes qui... faut vivre avec ça, avec le fait qu'il y a des millions d'hommes qui vont se masturber en regardant une scène de viol où l'on figure, quoi. Et qu'est-ce que tu penses ? Du coup, toi, tu récuses l'existence d'un porno dit féministe ? Je pense qu'en fait, si le patriarcat n'existait pas, on ne se poserait pas la question de porno, pas porno. Le porno, c'est une idée d'homme. Jamais les femmes auraient eu cette idée complètement malsaine de se filmer en plein acte sexuel pour diffuser ça sur des plateformes. Je trouve qu'en soi, en fait, déjà, il y a un problème. Aujourd'hui, par exemple, du porno lesbien qui serait réalisé par des femmes, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, déjà, moi, j'ai du mal avec ce débat-là parce que c'est comme la question de la prostitution choisie. Je trouve qu'on va très vite, on va très vite sur ces sujets-là. Mais la prostitution féministe, le porno féministe. Je trouve que c'est important de rappeler dans les débats quand même que l'écrasante majorité de la prostitution et de la pornographie, c'est des femmes qui sont en situation de précarité et qui font ça par détresse en fait. C'est des réseaux mafieux, c'est des pratiques justement pas du tout féministes, BDSM, tout ça, c'est des femmes qui sont mutilées. Il y a des actrices entre guillemets porno qui ressortent handicapées à vie de certains tournages. Le porno, avant tout, c'est ça. Je trouve que l'intimité, c'est quelque chose de... c'est une barrière à pas franchir. Je sais pas comment dire. C'est quelque chose qui ne doit pas être marchandé, qui ne doit pas... comme dans le cas de la prostitution. Et on pourrait envisager une pornographie où, effectivement, il n'y a pas de rapport marchand. Mais en fait, je trouve que même dans ce cas-là, en fait... On vit dans une société patriarcale, et tant qu'on vit dans une société patriarcale, on ne peut pas avoir l'assurance que telle ou telle vidéo intime va pas être utilisée de telle ou telle façon, ou dévoyée, ou on ne sait pas où est-ce qu'elle va finir. Je trouve qu'il faut être extrêmement vigilant à ces choses-là. Et donc, je trouve que c'est important de s'interroger quand même pourquoi est-ce qu'il y a des femmes dans leur sexualité qui ont des désirs de domination. Alors,
que des hommes aient des désirs de dominer des femmes, bon, ça s'explique très facilement. Par quoi? Voilà, mais par le fait que la position des hommes dans cette société est de dominer les femmes. Et donc, ça leur fait plaisir, en fait, de dominer les femmes, d'avoir une forme de pouvoir sur elles, d'engendrer des souffrances, et que c'est quelque chose qui les fait jouir, en fait, jusque dans la sexualité. Que des femmes aient ces désirs de domination-là, c'est quelque chose de réel aussi. Et c'est quelque chose qui s'explique si on lit par exemple les travaux de Muriel Salmona, qui est une psychiatre spécialisée en traumatologie et qui explique en fait les mécanismes, notamment d'excitation traumatique par exemple, qui font que quand une femme a subi des violences sexuelles, notamment dès le plus jeune âge, et notamment, enfin, on fait beaucoup le lien dans beaucoup d'études avec l'inceste, en fait. Souvent, les femmes qui sont dans les réseaux de prostitution, de pornographie, sont des victimes d'inceste en premier lieu. Bref, quand on a été victime de ces choses-là, de ces crimes, dès le plus jeune âge, on reproduit les schémas en fait. Parce que, et c'est quelque chose d'humain, enfin qui est propre à Homo sapiens, on reproduit les schémas qu'on connaît. C'est extrêmement difficile de sortir des schémas qu'on connaît déjà. Et en fait, je trouve qu'en tant que femme, c'est important de s'interroger sur est-ce qu'il y a des choses violentes qui m'excitent et dans quelle mesure est-ce que c'est normal. Et je jette pas du tout la pierre sur les femmes quand je dis ça. Moi, pendant longtemps, je me suis masturbée en pensant à des scènes de viol. C'est terrible. Mais je sais que je suis pas la seule et je le dis aujourd'hui parce que j'ai réussi à le déconstruire et je pense que quand j'étais encore dedans, en fait, j'aurais pas pu le dire publiquement. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir pu déconstruire ça avec un suivi adapté et je sais qu'en fait, je suis pas la seule et c'est pas normal en fait. Et toi, tu penses que dans un état de nature, un peu comme dirait Rousseau, avant une société qui est du coup patriarcale, les femmes auraient une toute autre conception du désir que ce qu'elles ont aujourd'hui, que c'est complètement construit, tous les désirs qu'elles ont. Tout est complètement construit. L'argument la réflexion de Rousseau, là, nature, culture, que serait l'homme, l'être humain, sans culture, je peux pas la résoudre là en 10 minutes. Quoi. Non, mais... Et tout est culturellement construit. Pourtant, et ça on y reviendra après, voilà, tu parles beaucoup de biologie aussi quand il s'agit de déterminer la distinction entre les sexes et sur la question des personnes trans par exemple. C'est important de parler de biologie. Si je suis en mesure de te parler là aujourd'hui, c'est parce que mon cœur bat et que mes poumons fonctionnent. Quoi. Mais ça c'est de la nature, c'est pas de la culture ça. Mais c'est de la biologie quoi. Ouais. Okay. La biologie détermine quand même certains de nos comportements, ouais, c'est sûr. Ah, et donc dans l'excitation ou dans le sexe, est-ce que la biologie détermine du coup des choses quand même ? Je sais pas, Est-ce que la biologie détermine des choses ? Oui, donc après, c'est ce à quoi tu veux m'amener, c'est genre la testostérone chez les hommes qui... Moi, nulle part, je pose la question, vraiment, c'est... Je sais pas, peut-être. Une reproduction de schémas animaux, ça peut être une question hormonale, ça peut être... Oui, je pense que les hormones jouent, enfin ça c'est pas moi je pense, c'est sûr, ouais, les hormones jouent. Sur la question de la prostitution, on a reçu Guillaume Bourdieu, qui est donc une personne en situation de handicap, qui lui a raconté dans un livre comment il recourait à la prostitution. Toute personne handicapée a le droit à une sexualité. Pour le coup, moi j'aimerais que l'accompagnement sexuel en France puisse exister, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une forme de prostitution qu'on appelle l'assistance sexuelle, qui est une femme, en général, quasiment tout le temps, même si le cas inverse existe, mais bon, la plupart du temps, c'est des femmes qui sont payées par des hommes handicapés pour avoir des relations sexuelles et affectives, voire plus affectives que sexuelles, avec eux. Les féministes radicales dont tu fais partie critiquent ça, en disant d'ailleurs même que Guillaume Bourdieu est un violeur de ce point de vue-là. Oui, moi je pense que c'est un violeur. En fait, la définition du viol dans le code pénal, c'est donc une pénétration, vagin, anus, bouche, exercée avec contrainte, menace, surprise ou violence. Dans le cas de la prostitution, moi j'estime qu'il y a une forme de contrainte, que les femmes sont contraintes par le système patriarcal, par une morale sexiste, par des contraintes financières aussi, il y en a plusieurs, des contraintes matérielles parfois, Et en premier lieu, par une morale sexiste vraiment, quoi.
Et par cet argument financier qui est que, en fait, ces femmes en situation de prostitution n'auraient pas ces rapports sexuels entre guillemets, puisqu'un viol n'est pas un rapport sexuel, sans l'argent. C'est donc qu'elles ne le désirent pas. Quand on désire quelque chose, on ne demande pas d'argent en échange. Donc c'est un viol. Pour moi, c'est un viol. Voilà. Et en France, depuis 2016, on a une loi qui est donc la loi abolitionniste et qui pénalise, qui est censée, enfin si elle était bien appliquée, pénaliser justement les clients qui recourent à la prostitution. Moi, je serais pour une criminalisation de cette pratique-là. Oui, la prostitution, c'est du viol. Les femmes qui sortent de la prostitution, qui réussissent à... Et c'est pour ça qu'on les appelle les survivantes, en fait, qui survivent à ces systèmes-là, à ce système-là, le disent toutes, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette bataille des termes où les féministes radicales parlent de survivantes de la prostitution, là où un discours autre, féministe libéral comme tu l'appelles, mais de manière générale, un discours qu'on entend d'ailleurs beaucoup aussi dans la société, parle de travail du sexe et de travailleurs ou travailleuses du sexe. Cette bataille des termes, elle veut dire quoi pour toi ? Mais en fait, les mots sont tout. Enfin, je sais pas comment dire. Quand on ne pose pas la bonne définition derrière le bon terme, en fait, on ne peut pas s'expliquer. Déjà, on ne peut pas dialoguer ensemble. Enfin, c'est quand même la base d'une société, d'une vie en collectivité. C'est de pouvoir avoir des lois communes, dont celle du langage, qui finalement est une forme de loi, enfin, implicite, mais d'avoir en tous les cas des textes communs sur lesquels on peut s'entendre. Il faut aussi s'entendre sur la définition des mots, sur quelle définition est-ce qu'on met derrière. Et donc, moi, j'estime que la situation de ces femmes-là dont on parle, ça s'appelle de la prostitution et pas du travail du sexe. Parce que quand on dit travail du sexe, en fait, on normalise la chose comme si c'était la même chose que, je sais pas, d'aller travailler au Franprix pour payer ses études. En fait, non, on peut pas banaliser ça. Et moi, j'ai enregistré une série de podcasts avec donc plusieurs survivantes de la prostitution qui racontent le calvaire qu'elles ont vécu. Ça a été extrêmement difficile à enregistrer, extrêmement difficile à monter, à écouter, parce qu'en fait, c'est l'horreur. Et je pense que quand on écoute ça, parce que ces femmes expliquent aussi le déni dans lequel elles étaient, en fait, quand elles étaient plongées dans cette situation-là. Parce que, évidemment, quand il vous arrive quelque chose d'horrible, vous êtes parfois dans le déni parce que c'est un mécanisme de survie, en fait. Donc, toutes les femmes qui aujourd'hui se déclarent travailleuses du sexe, tu considères qu'elles sont dans le déni ? Je considère que c'est des femmes en situation de souffrance, en situation de danger, et qu'elles ont besoin d'aide. Et je suis inquiète pour elles. Et je ne suis pas dans une posture de défiance ou de putophobie, comme on dit, je sais pas quoi, tout ça. Je m'inquiète pour elles. Mais est-ce que tu comprends la violence que ça peut faire ressentir ou l'humiliation que ça peut faire ressentir quand une féministe radicale, disons toi par exemple, dit à quelqu'un qui exerce cette activité que c'est... qu'elle est dans le déni, qu'elle ne réalise pas ce qui lui arrive, que le consentement qu'elle prétend donner à, typiquement par exemple une personne handicapée ou peu importe le client, que c'est quelque chose qu'en réalité on lui extorque, que le patriarcat lui impose et qu'elle n'est pas éclairée. Tu comprends l'humiliation que ça peut faire ressentir et qu'on nous a rapporté d'ailleurs après cette vidéo avec Guillaume Bourdieu? Alors, je pense pas que les propos que nous, les abolitionnistes, on tienne puissent être perçus comme humiliants. Parce que jamais... On nous l'a dit, hein, plusieurs personnes... Une femme vous a dit ça ? Ouais, bien sûr. Une femme. On a eu des DM après cette vidéo-là, après des échanges qui ont... Notamment, par exemple, après des échanges qui ont eu lieu sur Instagram, en commentaire de cette vidéo-là, entre des radfem qui sont identifiés, dont une qu'on a reçue, et puis des personnes qui se disaient moi je suis consentante, j'exerce ça et je suis consentant, et je trouve ça très très violent de dire ça. Ça tu le comprends ou pas? Qu'on dise humiliation, non. Et puisque moi ce que j'observe souvent, c'est que aussi les personnes qui critiquent notre point de vue vont très rarement lire les contenus qu'on produit réellement, quoi, et qu'il y a beaucoup de manipulation aussi. Je veux bien le croire, et voilà. On va en parler après.
Mais là, c'est directement. Non, humiliation, non, je comprends pas, non. Humiliation, après, le fait que ce soit difficile à recevoir, difficile à entendre, violent peut-être, oui, ça je peux le comprendre. Mais j'aimerais bien aussi qu'on se mette à la place des survivantes de la prostitution, qui entendent d'autres personnes parler du travail du sexe, alors qu'elles ont été violées pendant des années, alors qu'elles ont des problèmes de santé à cause de ça, alors qu'elles ont dû reconstruire tous les pans de leur vie qui a été détruite à cause de ça. J'aimerais qu'on pose aussi de temps en temps un peu la question dans le sens inverse. Comment est-ce qu'elles se sentent quand elles entendent parler de travail du sexe ? Mais est-ce que du coup les personnes que tu laisses, est-ce que ce sont des victimes collatérales de cette lutte contre le patriarcat, contre la prostitution, que ces travailleuses du sexe que tu dénigres, dont tu dénigres l'activité ? Est-ce que tu dis c'est une victime collatérale ? Je ne dénigre pas leur activité, je dis qu'elles sont en danger. Il y a un exemple que j'aime beaucoup pour illustrer ce débat et qui en général en fait je trouve met fin au débat, il y a un arrêt qui s'appelle je suis pas juriste mais l'arrêt de Montsan-sur-Orge, je sais plus. Avec les nains. Voilà. En fait alors je sais plus de quelle année il date. 91 je crois, dans les années 90. L'histoire d'un village dans lequel est pratiqué le lancer de nains. Pratique humiliante, discriminante à l'encontre de ces personnes en situation de handicap. Quelque chose d'intolérable. Mais donc en fait, ces personnes-là disaient qu'elles consentaient. En gros, un nain a été rémunéré pour, dans une fête, être effectivement jeté par les participants, les organisateurs de la fête. Effectivement. Ça a été condamné par la cour. Ça a été interdit. Ça a été interdit contre l'avis de ces personnes-là, en fait, qui étaient concernées. Alors oui, la parole aux concernés. Mais en fait, parfois, les concernés ont besoin qu'on les protège contre des pratiques humiliantes. C'est pas du patriarcat, ça ? Comment ça ? C'est pas patriarcal d'expliquer aux autres ce qu'il faut faire et... Non mais moi je suis une femme, je parle aussi, je parle aussi en tant que concernée en fait, parce que prostituables on l'est toutes, parce que moi il y a une période de ma vie où j'aurais très bien pu tomber dans la prostitution, parce que ça m'a été proposé et... Il me semble que toi tu places le sexe comme fondement de la distinction, et la biologie justement on en parlait tout à l'heure, comme fondement de la distinction entre l'homme et la femme, et que tu récuses grosso modo la théorie du genre actuelle. Alors, moi, pourquoi ça te paraît pas pertinent comme notion, tout ça et... Oui, qu'est-ce que tu dis ? Non, mais alors c'est vrai qu'on fait la distinction entre sexe, genre. Bon, moi je suis pour l'abolition du genre. Je considère que donc, ce qu'on décrit comme le genre féminin, genre masculin, c'est des stéréotypes qui nous enferment en fait en tant qu'être humain, principalement les femmes, qui abîment principalement les femmes, mais les hommes aussi. C'est difficile pour vous de porter des jupes, c'est difficile pour vous de pleurer en public, de mettre du vernis à ongles. Et il faudrait qu'on puisse faire ça ? Oui, j'aimerais bien pour vous. Je trouve que c'est une liberté, voilà. Après, c'est pas les droits des hommes qui m'importent particulièrement parce que je considère que vous en avez déjà pas mal et que ça va en fait pour vous. Dans la société, du coup, aujourd'hui, il y a des personnes qui remettent en cause. Il y a beaucoup de personnes qui remettent en cause effectivement la distinction genrée, des féministes comme toi, mais aussi plein de personnes qui pensent pas comme toi, mais qui trouvent effectivement que les filles ne devraient pas être obligées de porter du rose ou jouer à la Barbie et les garçons de porter du bleu et jouer avec un camion. En quoi est-ce que toi, tu vas plus loin que ça et tu trouves que par exemple les notions de genre tiers, de non-binarité, la question de fluidité du genre, la question éventuellement de transition aussi pour des personnes qui sont transgenres, ça t'as des positions par rapport à ça qui sont très radicales et qui sont très critiquées. Quelles sont-elles tes positions ? Ce qui me dérange, c'est le fait que ces discours prennent trop de place au sein du féminisme. Moi, j'ai créé les collages contre les féminicides. J'ai lancé ça, j'ai commencé d'abord toute seule à Marseille, voilà. Le fait de coller des affiches dans la rue, des feuilles blanches peintes avec des lettres peintes sur chaque feuille et ça crée des messages publics, quoi. Merci. Et donc après, j'ai lancé ça à Paris, voilà, tout ça. Je me suis mise un peu en retrait. Et puis, j'ai observé qu'en fait, les féminicides, plus personne n'en avait plus rien à foutre, en fait. C'était plus dans l'actualité. Tu trouves qu'on n'en parle pas assez ? Non, je trouve qu'on n'en parle pas assez, non. Non, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez.
Le Grenelle contre les violences conjugales était passé, enfin voilà. Et puis du coup, en fait, j'ai vu l'émergence, en fait, sur plein de comptes Instagram collage féminicide, l'émergence de plein de nouveaux messages en mode les femmes trans sont des femmes, les TERF au bûcher, je sais pas, C'est quoi TERF? et tutti quanti. TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist. Les féministes radicales qui excluent les personnes trans, c'est un acronyme qui est actuellement utilisé comme une insulte à notre rencontre, puisque souvent accompagné de menaces de mort, de viol, de violences, d'insultes, etc. C'est pas un peu réducteur ça de considérer que du coup le discours féministe est colonisé par des hommes qui porteraient des jupes? Bah, c'est ce que j'observe. En fait, moi, je milite depuis 10 ans. Ces questions-là se posaient pas avant, quoi. Oui, mais c'est une évolution de la société. Il y a 50 ans, on parlait pas de féminicide. Oui, bah moi, c'est ce que j'observe à l'intérieur de mon milieu, en fait, qu'il y a d'autres problématiques qui n'ont toujours pas été réglées et que maintenant, sur le devant de la scène, parce que moi, j'ai aucun mal à dire qu'une femme trans est un homme, quoi, et donc sur le devant de la scène féministe, actuellement, c'est quand même des hommes. Enfin, ça me dérange. Ouais, bah alors c'est justement là effectivement que la confusion se crée et qu'on te reproche ces propos-là. Pour les personnes qui ne sont pas au fait de ces questions de transition, une femme, quand on parle d'une femme trans, il s'agit d'une personne qui est née avec un sexe masculin auquel on a assigné le genre masculin à la naissance et a fait une transition vers le genre féminin. Le genre féminin. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être une femme, c'est porter des talons et du vernis à ongles? Non, mais j'ai pas l'impression que ce soit les seules choses que font la plupart des personnes trans. Justement, j'attends de leur part une définition un peu concrète et on va dire un peu logique et qui tienne debout de ce que c'est que d'être une femme. Parce que quand on leur demande à eux, mais qu'est-ce que c'est qu'être une femme, ils disent ouais, mais en fait c'est un sentiment, enfin, est femme toute personne qui se déclare femme. Mais en fait, moi si demain je me déclare africaine, je serai toujours pas africaine en fait. Enfin, je suis née en France. Mais c'est pas la même chose. Bah c'est pas la même chose, c'est quand même, je trouve assez proche si. Quelque chose de biologique quoi aussi, c'est quelque chose de l'ordre de l'appartenance aussi en fait. Moi si je me sens femme, c'est pas parce que je sais pas comment dire, c'est pas une revendication et c'est pas quelque chose de profondément enfoui à l'intérieur de moi de je me sens femme, c'est en fait on me l'impose. C'est que quand j'étudie l'histoire et la préhistoire, je vois bien lesquels ont souffert et je vois bien que j'appartiens à ce peuple-là qui a souffert, qui a été massacré. Le peuple des femmes. Depuis des millénaires. Ouais, le peuple des femmes, ouais. Le peuple kurde, le peuple romo, le peuple des femmes. Donc, quand on parle de peuple, en général, c'est la population qui est... c'est une population plutôt nationale ou locale. On parle plutôt d'une géographie en général ou d'une appartenance culturelle. Et toi, tu considères qu'il y a un peuple des femmes? Ouais, je considère qu'en tous les cas, c'est quelque chose qu'on devrait plus valoriser comme type d'expression parce que je pense que c'est quelque chose dont les femmes manquent, le fait de se sentir unies et appartenir toutes à un même... Il y a un peuple des femmes, mais donc qui représente la moitié de l'humanité. Donc il y a deux peuples. Il y a le peuple masculin et le peuple féminin. Bah, vous faites ce que vous voulez, quoi, mais... Vous, donc en fait, toi, t'appartiens pas à la population de l'humanité, t'appartiens au peuple des femmes. Et donc... Malgré moi, ouais, moi j'aimerais bien qu'on fasse, tu vois, communauté et que j'aimerais bien me sentir parfaitement intégrée dans une société, tout ça, mais tous les jours on me rappelle que je suis une femme et que parce que j'ai une vulve entre les jambes, en fait, moi on va me considérer différemment. Et tu fais sécession des hommes? Alors ça c'est une question, c'est la question du séparatisme. C'est une question sur laquelle je suis en permanente réflexion. Pendant un moment... J'ai tend vers une pensée séparatiste parce que je pense que si on veut se protéger de la violence des hommes, en fait, la meilleure façon de le faire, c'est de se tenir à distance. Donc ne vivre qu'avec des femmes, quoi. Ouais, en tous les cas, de ne côtoyer dans un cercle proche que des femmes. Et les statistiques le montrent, en fait, la plupart des viols et des agressions sexuelles sont commis... par des proches de la victime. Toi, tu recommanderais à ta petite cousine ne fréquente pas d'hommes, enfin jouer avec les filles, et vis ta vie de fille comme ça, et d'ailleurs du coup n'aie pas d'enfant. Le conseil le plus efficace qu'on puisse donner à une femme si elle souhaite se protéger de la violence des hommes, ça reste de ne pas fréquenter les hommes, ouais, puisque manifestement, en fait, on a beau essayer de vous éduquer à coups de vidéos combinées, de livres, de podcasts, on essaie de trouver tous les formats possibles, tout ça, en fait, vous ne changez pas de comportement. Donc,
Est-ce qu'un homme a toujours tort oui, si une femme aura toujours raison pour toi? Bon, ça, c'est une question un peu binaire, non? Ok. Et est-ce qu'un homme peut parler de féminisme? On a reçu Raphaël Enthoven, par exemple, qui critique... Je suis personne pour interdire un genre de... Bah, tu sembles quand même, en tout cas sur Instagram, tu es assez véhémente et tu interdis pas mal de choses, en tout cas dans ta communication J'interdis des choses. écrite. Ouais. J'interdis des choses, moi? T'as pas les moyens d'exercer cette interdiction, mais tu pourrais interdire, enfin si t'interdis la prostitution, tu souhaiterais interdire la prostitution, ou en tout cas, et tu interdis à certaines personnes de se qualifier féministes ou de Non, alors... se déclarer... Déjà, j'interdis à personne de se qualifier féministe. Enfin, juste, moi, je trouve qu'elles sont pas féministes. Après, enfin, j'ai le droit de mettre la définition. Et des hommes. Oui, ou des hommes, voilà. J'ai le droit de mettre la définition que je veux, derrière ce mot-là, voilà. Par contre, interdire la prostitution, enfin, je suis pas sûre qu'on puisse mettre ça sur le même plan. Ok, bah moi, restons sur le plan interdire la prostitution, je mets ça quand même plutôt sur le même plan que on interdit aussi de tuer des gens, on interdit aussi le viol. Enfin, c'est important quand même dans une société d'avoir des interdits. Ouais, je pense. Mais donc, tu as ta définition du féminisme, tu dis je mets ce que je veux derrière, et en même temps, tout à l'heure, tu disais c'est important de bien nommer les choses, parce que les choses ont des définitions. Ouais. Du coup, pour toi, le féminisme, c'est quelque chose que tu incarnes toi, mais que tout le monde ne peut pas incarner de la même manière, ou est-ce que tu considères au contraire justement qu'on peut s'emparer du féminisme sans être une femme, et a fortiori une féministe radicale qui partage tes constats sur la religion, la prostitution, le porno et... la transidentité. Moi, je pense que c'est important quand on se dit féministe de regarder l'histoire aussi, ce qui s'est passé avant, derrière soi, le combat des femmes du MLF, le combat des suffragettes, le combat des Amazones, enfin voilà. Et de voir qu'on se place en fait dans une certaine lignée, dans un certain courant de pensée, quoi. Et donc, en premier lieu, j'observe quand même que ces femmes-là se sont battues pour que les personnes donc, qui ont dans cette société une vulve entre les jambes, c'est-à-dire les femmes, voilà, pour que ces personnes-là qui subissent en fait des horreurs depuis des millénaires puissent avoir plus de droits, accéder à une certaine forme de libération. Ma définition du féminisme, celle-là, parce que c'est aussi une définition historique, en fait. Enfin, et je trouve qu'on ne peut pas changer le sens du féminisme... comme ça. Je reviens sur le sujet des personnes trans dont on parlait tout à l'heure. Tu dis, dans le discours féministe radical, il y a parfois cette notion d'autogynéphilie qui est une accusation à l'égard des personnes trans, des femmes trans, donc qui sont nées avec un sexe masculin, où vous considérez que ce sont des hommes qui ont une excitation sexuelle à se déguiser en femme, à se costumer, à se vernir les ongles, voire à avoir une transformation physique. Mais toi, t'as pas l'impression que l'existence aussi de plein de personnes trans qui sont reconnues comme ayant une dysphorie de genre, y compris d'ailleurs des personnes trans qui sont des hommes trans, donc qui sont nés avec un sexe de femme, mais qui ont effectué une transition vers aujourd'hui leur corps masculin, ça contredit pas justement cette idée que ce serait juste une lubie comme ça, voire une excitation sexuelle? Mais est-ce que c'est pas un peu transphobe ce que tu dis? Parce que quand tu dis corps masculin, c'est quoi un corps masculin? Enfin, certains transactivistes, en tous les cas, je pense te diraient, ouais, c'est peut-être un peu transphobe ce que tu dis. Parce que du coup, un corps masculin, parce que là, toi, tu parles de transition d'un corps féminin vers un corps masculin. Et donc, mais c'est quoi un corps masculin? Parce qu'un homme peut avoir des seins, te répondraient des transactivistes. Donc, je voulais juste faire remarquer que c'était tu vois, Non, en fait, tu votes un petit peu en touche, effectivement, c'est compliqué, ouais. mais what about du coup la question quand même des personnes qui ont une transition, une transition y compris d'un corps de femme à un corps d'homme? Tu réponds pas vraiment à la question. Mais non, mais je réponds à la question en te démontrant juste que en fait moi je comprends plus rien aux termes qui sont utilisés, que du coup en fait c'est que je comprends pas ce que c'est que leur définition de du coup c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Tu parlais de dysphorie de genre avant. Et du fait que si certaines personnes transitionnent, voilà, c'est que justement il y a une dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est un trouble psychiatrique en fait. Quand on vit dans un corps et qu'on pense qu'on n'est pas dans le bon corps, en fait, c'est un trouble psychiatrique. Et en fait, un trouble psychiatrique, c'est quelque chose qui engendre énormément de souffrance. Je veux dire, d'autres personnes concernées le disent mieux que moi. Et je ne suis pas certaine qu'un trouble psychiatrique doive se soigner par des interventions chirurgicales qui mutilent les gens.
en fait. Je pense que peut-être qu'une thérapie qui amène les personnes à déconstruire justement les stéréotypes de genre, peut-être que ça pourrait être un peu plus bénéfique que des mutilations. C'est une thérapie de conversion, quoi. Une thérapie de conversion ? Non, mais dans l'idée. Non, pas du tout, non. C'est pas une thérapie de conversion. Dans l'idée, enfin, moi, je trouve que de toute façon, il y a quand même dans la transition, cette idée de conversion, d'aller vers autre chose dans tous les cas. Donc, et je considère que à partir du moment où on intervient de façon chirurgicale sur un corps sain, sur un corps biologiquement sain, en fait, c'est de la mutilation. À partir du moment où on coupe les seins d'une femme parce qu'elle dit qu'elle se sent pas bien dans son corps et ce que je peux comprendre, hein, mais je veux dire, au lieu d'interroger en fait, mais qu'est-ce qu'elle a subi en fait cette femme pour se sentir mal à ce point dans son corps en fait, qu'elle ait subi des violences sexuelles avant ou qu'elle ait subi en fait tout simplement juste le regard de cette société qui hypersexualise en permanence les femmes, qui fait que si on n'a pas le bon corps, vas-y on va pas être suffisamment bonne, baisable et du coup suffisamment valorisée par les hommes parce que c'est ce qu'on recherche en permanence, nous les femmes, la valorisation, le jugement positif quoi, des hommes. En fait, je trouve que c'est important d'interroger juste tout ça avant de dire à une femme ok vas-y coupe-toi les seins, tu vois, et parce que on voit aussi des parcours de détransition qui arrivent, Ça représente peut-être 1% des personnes qui transitionnent. Ouais, mais parce qu'en France, le phénomène est récent. Mais en fait, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y en a de plus en plus. En fait, il y a un décalage de l'ordre de 5 ans environ dans le monde entre le monde anglo-saxon et la France, en termes de la progression de ces idées-là. Le Royaume-Uni est en train de revenir dessus. Et on voit au Royaume-Uni de plus en plus de parcours de détransition. On a vu l'association Mermaids aussi, qui était une association qui prenait donc les transitions chirurgicales, hormonales pour les adolescents et adolescentes. On a vu cette association-là récemment prendre des positions très surprenantes et revenir en fait sur ces positions, en se rendant compte que des erreurs graves et irréparables ont été commises. Et toi, sur tous ces sujets, tu as l'impression qu'on te silencie ? Le fait de me silencier, ça passe beaucoup par ça. Ça passe aussi par le fait que médiatiquement... moi, par exemple, j'ai sorti un livre quand même sur mon expérience. Héroïne de la rue ? Qui est une expérience militante que peu de féministes ont finalement. J'ai quand même été activiste féminine pendant 3 ans, j'ai fait de la prison, j'ai créé les collages contre les féminicides, qui est quand même un mode d'expression important pour les féministes actuellement. J'ai eu un article dans Closer. Si ça avait été une queer qui avait écrit ça, qui avait inventé ce mouvement-là, le livre, il aurait été dans toutes les vitrines de toutes les librairies et dans toute la presse. Une victime, Marguerite ? Toutes les femmes sont des victimes. Mais toi en particulier ? Toutes les femmes sont des victimes des hommes ? Ouais. Et toi, t'es une victime en particulier de l'idéologie queer ? De l'idéologie, non, de personnes qui me harcèlent. On t'a reproché également d'avoir pris contact avec Julien Rochdy, qu'on a d'ailleurs reçu sur Le Crayon. Mais est-ce que du coup, on te jette un anathème de « Ah, tu parles avec l'extrême droite » pour te diaboliser et justement te silencier encore plus ? C'est ça qui se passe ? Bah oui, c'est ça qui se passe, oui. Mais moi, j'ai aucun problème à dire que... Moi, j'aimerais pouvoir parler avec tout le monde. Je parle pas spécialement avec l'extrême droite. Moi, je vais lire les contenus des queers, je vais lire les contenus d'extrême droite. J'ai besoin de savoir ce que pensent les personnes avec qui je ne suis pas d'accord. C'est la base. C'est ce qu'on fait aussi ici au Crayon. Merci pour tous ces éléments. On va aller vers la fin de l'interview et j'aimerais te poser les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. D'abord, est-ce que tu as une suggestion d'invité pour l'émission Œil pour Œil au Crayon ? Je sais pas, inviter Dora ? Oui, inviter Dora. Est-ce que tu te rêves parfois en Olympe de Gouges qui a raison en avance sur son temps ? Est-ce que je me rêve ? Non, mais je pense que j'ai raison, oui. Mais qu'aujourd'hui, on ne te le reconnaît pas, donc en avance sur ton temps. Ouais, en avance sur mon temps, pas tant que ça, parce qu'en fait, je suis pas la seule à dire ça, mais je veux pas me comparer, mais un peu quand même. Non, mais Olympe de Gouges, moi, je vois plus de similitudes avec... Parfois, la science a sauvé l'histoire de périodes très obscures. T'es Galilée. Ouais.
Non, mais je veux dire, les dogmes, justement, basés sur des croyances, n'ont jamais rien amené de bon dans l'histoire. Et quand on se retourne un petit peu sur l'histoire, on se rend compte que ce soit les institutions religieuses, les sectes. Moi, je pense que la sphère queer est une forme je pense qu'il y a des dérives sectaires. Hein, enfin, voilà. Ça n'a jamais été bon dans l'histoire. Et je pense que la biologie, la chimie, la physique, l'étude des faits historiques, la sociologie, les sciences ont toujours amené l'humanité vers quelque chose de meilleur, et je pense qu'il faut se tourner vers ça. T'as pris la pilule rouge de Matrix, où t'es Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent qui te prend pour des géants. Je sais pas quoi dire. Merci Marguerite. Merci. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si c'est le cas. Évidemment, exprimez vos désaccords, qui seront nombreux, j'en suis sûr, et vos accords, c'est aussi très important. On se retrouve très bientôt pour un prochain œil pour œil. Ciao.